Salut à tous, je voulais vous partager un résumé de l'état actuel des recherches scientifiques sur la question de l'attirance sexuelle que peuvent avoir des adultes pour les enfants, ce qu'on appelle couramment pédophilie. Alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo se base sur une méta-analyse proposée par le site anglophone beforeyouact.org. Vous trouverez le lien dans la description. Alors Before You Act, c'est un collectif de professionnels de la santé mentale avec des personnes qui s'identifient elles-mêmes comme sexuellement attirées par des enfants et qui se sont donné les 4 objectifs suivants. D'abord, c'est promouvoir publiquement des services et des ressources pour les individus, qu'ils soient adultes ou adolescents, qui s'identifient comme étant attirés sexuellement par des enfants et qui cherchent une assistance. Ensuite, c'est informer les prestataires de soins mentaux sur les prises en charge efficaces de ces individus. Troisièmement, c'est former un ensemble de prestataires de soins de santé qui acceptent de venir en aide à ces personnes en respectant les approches thérapeutiques préconisées par l'organisation. Et enfin, c'est sensibiliser le grand public sur les problèmes rencontrés par ces mêmes personnes. Vous trouverez en lien dans la description de la vidéo la méta-analyse dans sa langue originale et qui contient toutes les sources. Vous pourrez aussi trouver sa traduction que j'ai faite en français. Allez, c'est parti. Il n'existe pas de données sur le nombre de personnes au sein de la population attirées émotionnellement et sexuellement par les enfants ou adolescents pubères. Les recherches suggèrent que de nombreux adultes, possiblement la plupart, peuvent avoir ces sentiments à un niveau restreint, mais que prédominent ceux qu'ils ont pour les adultes. Toutefois, certains adultes sont attirés préférentiellement par des mineurs. Nous nous référons à ces individus en parlant de personnes attirées par les mineurs, ou PAM. Une grande partie de ceux qui ont été identifiés sont des hommes, et les théories existantes sur les préférences sexuelles liées à l'âge avancent que les hommes sont plus significativement attirés par les jeunes personnes que les femmes ne le sont. Il est estimé qu'un homme sur 5 à la plupart des hommes manifeste de l'attirance pour les enfants ou les adolescents pubères. Et les experts estiment que 0,5% à 5% de l'ensemble de la population masculine sont préférentiellement attirés par les jeunes enfants ou les adolescents, bien qu'il n'y ait pas de données solides pour appuyer ces chiffres. Si ces experts voient juste, il y a donc entre 160 000 et 1 600 000 hommes en France attirés de préférence par les enfants et les adolescents, et entre 16 000 et 160 000 garçons adolescents en France attirés par des enfants et adolescents plus jeunes qu'eux. L'attirance des femmes pour les personnes mineures n'est pas bien documentée, mais le peu d'études menées sur la question concluent généralement à une plus faible prévalence. Cette prévalence inférieure a été attribuée à différents facteurs, par exemple la tendance générale des femmes à préférer des partenaires plus âgés. Les mécanismes qui sous-tendent le développement de l'attirance pour les personnes mineures sont inconnus, mais on spécule actuellement que plus l'intérêt se trouve éloigné du standard téléophilique, c'est-à-dire de l'attirance pour les adultes, plus on l'observe rarement. L'attirance préférentielle pour les nourrissons et les tout petits enfants a été nommée népiophilie, pour les enfants prépubères, pédophilie, et pour les adolescents pubères, hébéphilie. Ensemble, ils constituent la dénomination générique d'attirance pour les mineurs. La pédophilie est listée dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, de l'Association psychiatrique américaine. Mais elle n'est considérée comme un trouble seulement si elle se concrétise par un acte illégal ou si elle cause de la détresse. Alors que la népiophilie peut être examinée sous le terme générique de la pédophilie, l'hébéphilie n'y est pas du tout mentionnée. La pédophilie a longtemps été reconnue comme une attirance sexuelle pour les enfants, mais s'en tenir à cette définition va dresser un portrait trop simpliste de ce qu'est l'attirance pour les personnes mineures. Pour la plupart des personnes attirées par les mineurs, le désir de nouer des liens d'amitié ou d'entretenir une relation romantique avec des enfants peut être tout aussi important que leur attirance sexuelle. L'attirance pour les jeunes enfants implique habituellement des sentiments à la fois d'affection romantique et de désir d'amitié. Les personnes attirées par les mineurs montrent souvent un désir de protéger les enfants et de les rendre heureux. Des preuves préliminaires montrent que les cerveaux d'hommes pédophiles ne s'activent pas différemment de ceux des non-pédophiles lorsqu'exposés respectivement à leur stimulus sexuel de prédilection. Des preuves anecdotiques corroborent aussi l'existence de personnes attirées par les mineurs qui, tout comme les personnes attirées par les adultes, expérimentent des attirances partagées. Elles peuvent avoir des sentiments romantiques envers des enfants sans composante sexuelle, des sentiments sexuels sans composante romantique, ou bien sentir différentes sortes d'attirance dépendamment du sexe de l'enfant.
Dans l'ensemble, la recherche dans ce domaine n'en est qu'à ses débuts. Personne ne choisit d'être émotionnellement et sexuellement attiré par les enfants ou les adolescents. Les causes sont inconnues. En fait, même le développement de l'attirance pour les adultes n'est pas bien compris. De nombreuses théories faisant appel aux influences hormonales, à la génétique, aux processus évolutionnistes, à la socialisation, aux relations avec les parents et aux expériences sexuelles dans l'enfance ont été suggérées. Mais la plupart n'ont pas été testées scientifiquement. Et bien que les recherches aient tâché de déterminer les bases psychodynamiques, neurobiologiques, environnementales et génétiques de la pédophilie, les résultats sont en général peu significatifs et corrélatifs plutôt que causaux. Aussi, les études utilisent habituellement des échantillons de personnes condamnées pour des crimes sexuels, ce qui rend leurs résultats impropres à une généralisation à la population non médico-légale. Les preuves concernant l'héritabilité semblent au mieux insuffisantes. Les recherches actuelles ont largement été menées dans le champ de la neuropsychologie. Plusieurs études impliquent des différences structurelles et fonctionnelles dans des parties du cerveau qui peuvent conduire à une attirance préférentielle vers les enfants, mais des études jumelles sur les causes de l'attirance pédophilique montrent de faibles niveaux de coïncidence. Diverses théories sur différentes zones fonctionnelles du cerveau ont aussi été suggérées. Cependant, la plupart de leurs échantillons ont été prélevés au sein de populations médico-légales ou cliniques, et sont par conséquent plus susceptibles de s'écarter de la structure cérébrale moyenne et de son fonctionnement. Des études à grande échelle sur les différences neuroanatomiques entre les pédophiles non incriminés et les hommes non pédophiles n'existent pas à ce jour. D'autres études suggèrent des traumatismes crâniens remontant à l'enfance, mais la causalité dans la population générale n'a pas été établie. Les abus sexuels vécus pendant l'enfance, bien qu'étant une proposition d'explication courante à la pédophilie, ne résistent pas à l'examen scientifique. Il n'y a aucune preuve qui soutient la croyance commune que l'attirance pour les enfants ou les adolescents chez l'homme adulte est due à une activité sexuelle avec un adulte vécue durant l'enfance. Des preuves anecdotiques suggèrent que beaucoup de personnes attirées par les mineurs n'agissent pas sexuellement avec des enfants ou des adolescents, mais leur proportion n'est pas connue. Il est néanmoins invariablement démontré que l'impulsivité et l'agressivité couramment observées chez les personnes condamnées pour crimes sexuels ne sont pas intrinsèques aux personnes attirées par les mineurs. De plus, un grand nombre d'études démontrent que la majorité des personnes condamnées pour crimes sexuels commis sur des enfants ou des adolescents n'ont pas d'attirance prédominante pour eux et ne sont de ce fait ni népiophiles, pédophiles ou hébéphiles. Séparer le comportement de l'attirance est essentiel. En général, nous présumons que ceux ayant commis des abus sexuels sur mineurs sont des personnes ayant des attirances particulières pour les mineurs. Contrairement à cette croyance, ils ne le sont que rarement. Dans la plupart des cas, les personnes attirées par les mineurs constituent une importante minorité des délinquants, et non une majorité. Les estimations quant à l'attirance préférentielle pour les enfants parmi les délinquants sont souvent de l'ordre de 25 à 50%. Sur 1102 personnes attirées par les mineurs sondées, 85% n'avaient jamais été arrêtés ou condamnés pour délits sexuels, bien qu'il a été noté que ce résultat pouvait être surestimé du fait de potentiels délits non connus des autorités. Les études suggèrent que les personnes attirées par les mineurs qui n'enfreignent pas la loi ont une meilleure capacité d'autocontrôle que les délinquants, que ce soit sur une base neurobiologique ou comportementale. Les études rapportent aussi les symptômes pathologiques ou les troubles de la personnalité comme d'importantes corrélations avec l'agressivité sexuelle. Globalement, ces études pointent vers des facteurs concrets et annonciateurs d'infractions sexuelles à l'égard des enfants, plutôt que vers la simple attirance pour les mineurs. Bien que de nombreuses personnes attirées par les mineurs vivent en règle avec la loi, il est crucial de ne pas négliger ceux qui n'en ont pas toujours fait autant, particulièrement parce que ces derniers ont été la principale population de laquelle les chercheurs ont prélevé leurs échantillons. Par rapport aux personnes attirées par les mineurs qui ont été respectueuses de la loi, quelques études suggèrent que ceux qui ont commis des crimes sexuels peuvent avoir des problèmes avec la hiérarchie, plus de symptômes pathologiques, une vision plus positive des contacts sexuels avec les enfants et de leurs effets, ou avoir été sexuellement actifs lorsqu'ils étaient eux-mêmes enfants. Notons que ces personnes sont en moyenne plus âgées. Certains chercheurs ont aussi trouvé diverses différences physiologiques ou neurologiques chez ceux qui avaient enfreint la loi, telles que moins de matière blanche, un quotient intellectuel plus faible, une mauvaise dextérité de la main droite, des antécédents de traumatisme crânien
et une plus petite taille. Une hypothèse est que ceux qui ont enfreint la loi se distinguent par des traits récurrents, de sorte qu'il est peu probable que les personnes attirées par les mineurs respectueuses de la loi l'enfreignent un jour. Il est important de ne pas négliger les différentes études qui jettent le doute sur ces résultats. Au sujet du quotient intellectuel, par exemple, certaines recherches ne trouvent aucune différence lorsqu'elles comparent des personnes attirées par les mineurs et des personnes non attirées par les mineurs provenant d'échantillons médicaux légaux. Et dans au moins une étude, les personnes attirées par les mineurs présentaient un quotient intellectuel plus élevé que les personnes non attirées par les mineurs au sein de populations criminelles. Nous devons donc être extrêmement prudents devant ces études et éviter de tirer des conclusions hâtives sur les personnes attirées par les mineurs qui ont enfreint la loi. Alors qu'une distinction entre les personnes attirées par les mineurs qui obéissent aux lois et celles qui y dérogent est en effet cruciale pour comprendre ce qu'est l'attirance pour les personnes mineures, il est important de ne pas déshumaniser ces derniers dans une population déjà lourdement retranchée dans la stigmatisation. Beaucoup de personnes attirées par les mineurs assistent à des séances thérapeutiques obligatoires au cours desquelles elles se sentent plus incomprises encore et jugées par ceux qui les prennent en charge que les personnes attirées par les mineurs qui cherchent des thérapies par leur propre volonté. Cela se reflète de l'autre côté de l'équation. Une étude indique que, alors que le nombre de thérapeutes travaillant avec des patients enregistrés en tant qu'auteurs de violences sexuelles augmente en général, la grande majorité d'entre eux sont réticents à l'idée de travailler avec des pédophiles ou avec des personnes qui ont eu des relations sexuelles avec des mineurs. Par ailleurs, il y a un stéréotype persistant qui veut que ceux ayant commis une infraction sexuelle soient enclins à récidiver, et cela en dépit des preuves qui suggèrent que la probabilité de les voir réitérer est la même, si elle n'est pas inférieure, de ceux ayant commis d'autres types d'infractions. Bien que les modèles traditionnels de prise en charge des auteurs de violences sexuelles se soient focalisés sur la prévention, certains modèles de réhabilitation ont commencé à donner une considération semblable au bien-être des patients. Before You Act croit fortement que les traitements et prises en charge ne doivent jamais sacrifier la santé mentale, le bien-être et la dignité des personnes attirées par les mineurs, que la personne attirée par les mineurs en question ait enfreint la loi ou non. Les études analysant les traits de personnalité moyens montrent de faibles niveaux d'agressivité parmi les pédophiles. Hormis l'attirance elle-même, les études ne trouvent aucune caractéristique anormale ou pathologique. Plus particulièrement, les personnes attirées par les enfants ou les adolescents pubères ne manifestaient pas de narcissisme, d'immaturité psychosexuelle, d'intelligence inférieure, d'aversion pour les adultes, de psychopathologie, de névrose ou aucun autre trouble de la personnalité plus marqué que sur les personnes attirées par des adultes. La présence de telles caractéristiques a été supposée socialement plutôt que vérifiée scientifiquement. Il n'existe donc pas de preuves scientifiques que les personnes attirées par les mineurs partagent des caractéristiques communes autres que leur attirance pour les enfants. Les stéréotypes courants selon lesquels les pédophiles sont soit agressifs, perfides et manipulateurs ou soumis et socialement inadaptés sont des suppositions plutôt que des observations scientifiques. Si les personnes attirées par les mineurs paraissent en effet être socialement étranges, les recherches actuelles rapprochent souvent cela à la stigmatisation couvrant l'attirance pour les personnes mineures plutôt qu'à quelque chose d'intrinsèque. Compte tenu de ces recherches, il semble sans danger de conclure que les personnes attirées par les mineurs sont aussi variées et diverses que les personnes qui ne partagent pas leur attirance. L'attirance pour les personnes mineures suit un arc développemental similaire aux orientations sexuelles les plus courantes. Elle est stable, souvent conscientisée avant ou pendant la puberté, et elle englobe une préférence claire pour les partenaires sexuels et ou romantiques pour chaque individu. Beaucoup de personnes attirées par les mineurs réalisent donc la nature de leur attirance avant l'âge de 15 ans. Les sentiments d'attirance persistants pour les enfants prépubères apparaissent pour la première fois lors de la puberté. L'attirance pour les adolescents se remarque plus tard. En raison de son âge d'apparition, de la présence de composantes sexuelles et romantiques et de sa stabilité sur le temps, l'attirance pour les personnes mineures, en particulier la pédophilie, a été proposée comme une orientation sexuelle axée sur l'âge. Probablement en raison des règles strictes des comités d'éthique concernant les personnes mineures dans la recherche, les personnes attirées par les mineurs qui sont elles-mêmes mineures sont peu étudiées et représentent une population sous-représentée.
Ils constituent cependant une catégorie discrète et la plupart des personnes attirées par les mineurs découvrent leur attirance bien avant leur accès à l'âge de la majorité civile. Cela fait d'eux une population cruciale non seulement pour la recherche, mais aussi comme potentiel sujet d'étude des services de santé mentale. La découverte de sa propre identité de personne attirée par les mineurs est souvent, mais pas toujours, accompagnée d'émotions négatives. Pour beaucoup, ces émotions négatives sont suffisamment fortes pour faire émerger des idées suicidaires ou des tentatives de suicide. Malgré cela, peu de services proposent des prises en charge pour les personnes mineures attirées par les mineurs, et ceux qui le font les stigmatisent le plus souvent et mettent leur santé mentale en péril en les traitant plus comme des risques à gérer que comme des jeunes personnes respectables que l'on doit aider, une manière de faire que divers chercheurs essaient de renforcer. Certains d'entre eux ont commencé à préconiser des prises en charge qui ciblent les besoins individuels des mineurs attirés par les mineurs comme objectif principal plutôt que de faire de la prévention. La réduction ou l'élimination de l'attirance pour les enfants ou les adolescents est souvent visée à travers des méthodes de reconditionnement telles que les thérapies par aversion et la masturbation à satiété développées dans les années 1930 pour éliminer l'homosexualité. L'objectif est d'associer l'attirance sexuelle avec l'ennui, la révulsion, la peur, la honte ou la douleur physique. Des médicaments réduisant la libido peuvent aussi être administrés. Les études sur l'efficacité des méthodes de reconditionnement visant à altérer les sentiments d'attirance souffrent de graves défauts méthodologiques et ont donné des résultats incohérents. Les quelques études bien dirigées ont montré que ces méthodes ne sont pas plus efficaces pour traiter la pédophilie ou l'hébéphilie qu'elles ne le sont pour traiter l'homosexualité, et que, bien que certaines d'entre elles aient affecté des schémas d'excitation, elles n'ont pas altéré les désirs sexuels sous-jacents. Elles sont des méthodes similaires aux thérapies de conversion destinées aux personnes homosexuelles et sont toutes d'une même inefficacité, en plus d'être potentiellement dangereuses. Leur légitimité est en outre mise en doute par l'absence de suivi à long terme, d'inclusion de groupes témoins à des fins de comparaison, de la définition de concepts valides de ce qui constitue le succès thérapeutique ou d'une prise en compte adéquate des effets nocifs sur la santé mentale du patient. Alors qu'elles ont été discréditées pour être aujourd'hui décriées comme peu éthiques et inhumaines par les grands praticiens de la santé mentale lorsqu'utilisées sur des personnes homosexuelles, beaucoup estiment encore leur utilisation acceptable sur les adultes et adolescents attirés par des enfants ou des adolescents pubères. Tout comme les individus attirés par les personnes de leur sexe, la plupart de ceux qui sont attirés par des personnes mineures réalisent la nature de leur attirance pendant leur puberté. Pour beaucoup, cet attrait, qu'il soit sexuel ou général, peut devenir un élément central de leur identité. Les personnes attirées par les mineurs ayant une attirance homosexuelle vivent une sorte de seconde révélation. Elles peuvent d'abord s'identifier comme homosexuelles, puis réaliser qu'elles sont aussi attirées par des personnes mineures. Pour certaines, cette identité se sépare de toutes les compréhensions traditionnelles de ce qu'est l'orientation sexuelle, et l'impossibilité de la supprimer comme de la divulguer peut mener à des sentiments de solitude ou d'isolation sociale. En raison des conséquences potentielles suivant la révélation publique ou privée de leur identité, et parce qu'elles n'ont aucune garantie que leur révélation ne les mène à un désastre, beaucoup de personnes attirées par les mineurs rejoignent des communautés en ligne où elles peuvent retrouver des individus partageant les mêmes idées et ressentis. Les pédophiles utilisent différentes plateformes, que ce soit des médias sociaux ou des forums dédiés, dans le but de recevoir du soutien et du réconfort les uns des autres en créant un sentiment de solidarité et un refuge au courant de pensée dominant de la société de laquelle ils se sentent vilipendés, ainsi que pour offrir leur aide et en demander là où ils ne pourraient autrement jamais en obtenir. Ces communautés et leurs sous-cultures peuvent aussi devenir une partie de l'identité des personnes attirées par les mineurs. Les personnes attirées par les mineurs choisissent parfois de se révéler ou de divulguer leur identité sexuelle à certaines personnes. Elles peuvent se confier à des amis, des membres de leur famille, des partenaires de vie, des professionnels de la santé mentale ou à une plus large population. Parmi celles qui choisissent de se révéler à leurs amis et à leur famille, les personnes attirées par les mineurs rapportent des réactions typiquement mixtes. Mais la révélation peut être une source de grand soulagement pour elles, car elles ne se sentent plus vivre sous le poids d'un secret terrible. Comme pour la divulgation de toute identité minoritaire, cela reste une décision hautement personnelle.
Comme pédophile non incriminé s'étant publiquement révélé, nous pouvons prendre l'exemple de Todd Nickerson qui, bien que l'ayant fait avec vigilance, assume pleinement la notoriété de son identité. Pour ceux qui prennent la décision de se révéler, la principale raison est souvent la même. Les individus attirés par les personnes mineures recherchent une amitié basée sur la vérité et l'acceptation autant que toute autre personne. En réalité, les personnes attirées par les mineurs sont plus susceptibles de se confier à leurs amis qu'aux membres de leur famille, aux thérapeutes ou à leurs compagnons de vie. Elles ressentent que l'amitié dans laquelle elles sont contraintes de s'auto-censurer n'a rien d'une véritable amitié, et qu'en se révélant, elles sauront qui les soutiendront et qui s'opposeront à eux face à la stigmatisation. Les autres motivations à la révélation peuvent être la volonté de contribuer à réduire la confusion entre agresseurs d'enfants et pédophiles, et à pouvoir se retrouver avec d'autres personnes attirées par les mineurs. Les procédés et l'expérience de la révélation sont complexes et dépendent non seulement des raisons et des sentiments qu'ont les personnes attirées par les mineurs de le faire, mais des réactions des personnes à qui elles se confient. Malgré le stress potentiel dû aux réactions négatives, une étude rapporte que les personnes attirées par les mineurs témoignent aussi d'une sensation de soulagement après s'être confiées. De plus, une autre étude montre qu'elles reçoivent davantage de réactions positives que de réactions négatives. Mais toutes les personnes attirées par les mineurs ne bénéficient pas du soutien dont elles ont besoin. Dans une autre enquête, celles qui se sentaient disproportionnellement affectées par des réactions négatives tendaient à se retirer dans des communautés internet car sentant leur identité y être tolérée, bien que non totalement acceptée. Globalement, à l'instar des individus LGBT qui se révèlent, ces décisions, lorsque prises par les personnes attirées par les mineurs, semblent être bénéfiques à leur santé mentale, pourvu qu'elles soient soutenues par leurs proches. Toutefois, en ce qui concerne le fait de voir son identité révélée contre sa volonté et les conséquences que cela peut amener, les différences avec une confidence volontaire ne sont pas connues. En raison de la stigmatisation à laquelle ils font face dans la société et en tant que groupe largement marginalisé, les personnes attirées par des mineurs se sentent souvent mal dans leur peau et souffrent de plusieurs problèmes quant à leur santé mentale. La solitude, la détresse, les idées suicidaires et la faible estime de soi sont des caractéristiques particulièrement courantes chez les jeunes personnes qui prennent conscience de leur attirance pour des mineurs. Plus généralement, les personnes attirées par les mineurs rapportent de différentes manières ces sentiments de solitude, d'isolement et une peur d'être découvertes en raison du secret qu'impose leur attirance. Elles sont sceptiques à l'idée de consulter des professionnels médicaux de peur que leur identité ne soit rendue publique, qu'elle ne soit pas comprise ou qu'on leur administre de mauvais traitements. Notons que les personnes attirées par les mineurs qui ont enfreint la loi sont plus susceptibles d'entrer en thérapie que celles qui n'ont pas été incriminées, probablement du fait que les traitements qui leur sont administrés le sont souvent par ordonnance du tribunal. Les conséquences sont graves. Beaucoup de personnes attirées par les mineurs sont sujets à des idées suicidaires ou font des tentatives de suicide, et tout particulièrement lorsqu'elles sont très jeunes. D'après une étude, un pédophile sur 4 a déjà songé au suicide. Le taux de suicide des pédophiles incriminés dont l'identité a été rendue publique est 183 fois plus élevé que celui d'un individu moyen. Le stress lié à la stigmatisation peut mener à des troubles de l'humeur et de l'anxiété, à la toxicomanie ou à des troubles émotionnels tels que des difficultés à réguler ses émotions, au retrait et à l'évitement de la vie sociale, à une baisse d'efficacité dans le contrôle de ses envies, à un refus de se faire assister dans une thérapie même lorsque le besoin se fait sentir. Des recherches suggèrent que les personnes attirées par les mineurs subissent plus de stress de leurs symptômes qu'un individu moyen ayant les mêmes troubles, ce qui fait d'elles une population extrêmement vulnérable. Bien que les personnes attirées par les mineurs souffrent de différents problèmes relatifs à leur santé mentale, elles cherchent rarement à entrer en thérapie. Beaucoup évitent les thérapies par crainte d'être considérées comme des menaces pour les enfants ou que leur thérapeute les accompagne inefficacement ou avec peu d'éthique. Elles pressentent qu'elles n'y seront pas comprises, jugées comme dangereuses et traitées de façon inhumaine. Une enquête semble confirmer ce qui fait la base de ces peurs, particulièrement pour ceux soumis à une obligation de soins. Ainsi, le manque de compassion dans les services de soins mentaux contribue au stress lié à la stigmatisation, ce qui détourne les personnes attirées par les mineurs des thérapies, même lorsqu'elles en ont besoin ou qu'elles en souhaiteraient une. Il est vrai aussi que les professionnels travaillant avec des personnes attirées par les mineurs se focalisent souvent sur la prévention d'activités sexuelles avec des mineurs plutôt que sur la santé mentale ou le bien-être de leurs patients.
Cela est particulièrement préjudiciable pour les jeunes personnes attirées par les mineurs, qui sont susceptibles d'être orientées vers des soins psychiatriques seulement si elles ont enfreint la loi. Elles sont donc de plus en plus considérées comme un public d'une haute importance. Alors que les professionnels utilisent toujours plus de méthodes basées sur la pleine conscience et des thérapies cognitivo-comportementales, certains considèrent toujours les thérapies de conversion comme une façon légitime de soigner les pédophiles de leurs attirances. Les traitements actuels des personnes attirées par les mineurs ont aussi largement insisté sur la prévention d'activités sexuelles avec des mineurs en tant qu'objectif principal, plutôt que sur la santé mentale et le bien-être des patients. Cette approche rend souvent possible pour les professionnels de fausser les méthodes thérapeutiques au nom de la prévention d'activités sexuelles avec les mineurs, ce qui contribue au manque de confiance qu'ont les personnes attirées par les mineurs quant au fait de pouvoir être traitées avec la dignité qu'elles méritent, ainsi qu'à dissuader plus encore leur recherche de soutien. Il faut cependant prendre en note que certaines personnes attirées par les mineurs ne se sentent pas dérangées par leur attirance, si ce n'est par les conséquences de ne pas être en accord avec la société. Ce n'est pas une surprise que de savoir que les personnes attirées par des mineurs sont vues de façon extrêmement négative par la population en général. Dans une enquête portant sur des personnes anglophones et germanophones qui n'étaient pas attirées par des mineurs, les sentiments de peur, de pitié et de colère étaient dominants chez eux, même à l'encontre des personnes attirées par les mineurs, décrites comme n'ayant jamais agi sur leurs envies. Les sondés qui exprimaient de la colère et de la peur en particulier semblaient réagir sévèrement vis-à-vis des personnes attirées par les mineurs respectueuses de la loi. Dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie, où toute stigmatisation est normalement considérée comme indésirable, la focalisation sur la prévention de l'infraction peut augmenter cette stigmatisation en laissant entendre que les pédophiles ne sont pas tout autant capables de se réguler eux-mêmes que les autres populations de patients. Dans beaucoup de lieux, les termes pédophiles et agresseurs d'enfants sont encore synonymes malgré les preuves grandissantes que les personnes attirées par les mineurs et les délinquants font partie de catégories distinctes, bien que celles-ci puissent se chevaucher. Des chercheurs ont toutefois réussi à altérer les perceptions que la population a des personnes attirées par les mineurs. Certaines méthodes incluent des humanisations narratives ainsi que des interventions sur Internet qui combattent la stigmatisation. Malheureusement, la plupart des études portant sur les personnes attirées par les mineurs et les services de santé mentale qui leur sont destinés partent de l'hypothèse qu'ils constituent un grand risque pour les enfants. Cette supposition est la source de la stigmatisation. Les personnes attirées par les mineurs qui participent aux études ou qui recherchent des services de santé mentale veulent être traitées comme toute autre personne. Elles souhaitent participer à des études ou à des traitements axés sur leurs besoins en matière de santé mentale, plutôt que sur l'idée qu'elles sont des personnes de qui l'on doit protéger la population. Beaucoup de personnes attirées par les mineurs, peut-être la plupart, n'ont aucune difficulté à contrôler leur comportement, mais elles doivent se confronter aux effets de la stigmatisation et de la marginalisation, tels que la haine de soi, la dépression, l'anxiété, les envies suicidaires, l'incapacité à exprimer leur intimité ou leur sexualité, la sensation de devoir mener une double vie et les sentiments d'aliénation de la société, de leurs amis et de leur famille. Les chercheurs et les thérapeutes qui les traitent différemment des autres gens, en se concentrant sur une prévention visant à les empêcher de commettre une infraction, ignorent non seulement leurs besoins psychologiques, mais envoient aussi comme message que leurs besoins ne sont pas aussi importants que ceux des personnes normales. Les personnes attirées par les mineurs perçoivent qu'elles sont vues comme des objets dont on prend le contrôle plutôt que comme des êtres humains. Elles le ressentent comme déshumanisant et contradictoire, comme si le chercheur ou le thérapeute était plus un agent des forces de l'ordre et de contrôle social qu'un professionnel cherchant à l'aider. Elles le ressentent aussi comme discriminatoire, puisque les autres personnes ne sont pas traitées de cette manière. Tout cela, bien sûr, intensifie leurs symptômes au lieu de les diminuer et les aliène du système de santé mentale. Beaucoup de personnes attirées par les mineurs sont aussi conscientes des méthodes de traitement néfastes qui ont été historiquement utilisées sur des minorités sexuelles, et cela en justification d'un contrôle social. Celle-ci incluait le fait d'être forcé de s'identifier en tant que déviant dangereux et incurable, de se soumettre à la plétismographie pénienne, une procédure souvent décrite comme dégradante et humiliante, par laquelle un appareil est connecté au pénis afin de mesurer l'érection pendant que la personne doit être stimulée par des images ou des enregistrements audio à caractère sexuel, et de subir à plusieurs reprises quelques méthodes de reconditionnement de l'excitation telles que les thérapies par aversion.
Aucune de ces méthodes n'a eu de grand succès dans l'altération des désirs sous-jacents, et ce, chez aucune minorité sexuelle. Les personnes attirées par les mineurs sont conscientes que des méthodes similaires ont été utilisées de façon coercitive sur elles-mêmes et à notre époque, y compris sur de jeunes adolescents, et qu'elles auraient conduit à de graves problèmes psychiatriques chez ceux qui les ont subis. Elles peuvent craindre que les chercheurs et thérapeutes puissent approuver ou préconiser l'utilisation de ces méthodes sur elles.